Bonjour à tous d'être venus pour commencer un petit peu en douceur ce vendredi. Moi, je vais vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, c'est Kotlin. En tant que développeur Android depuis pas mal d'années maintenant, j'ai pu voir mon métier qui a bien évolué et du coup, nous, on a découvert très vite Kotlin, qui est un langage qu'on aime beaucoup. Et des fois, on a un peu du mal à comprendre en fait pourquoi les développeurs des d'autres domaines ne connaissent pas Kotlin, ont entendu vaguement parler, alors que c'est un langage qui est vraiment super sympa et comme il se base sur la JVM à la base, on peut l'utiliser vraiment partout. Donc déjà, je suis super contente parce que j'ai vu plusieurs présentations au Brestcamp où ils utilisaient justement Kotlin pour leurs démos. Donc ça montre bien que c'est quand même un langage qui commence à être un petit peu utilisé, mais c'est pas encore vraiment le cas. Donc du coup, plutôt que vous présenter simplement le langage comme ça, moi j'ai voulu réfléchir un petit peu et essayer de voir qu'est-ce qui a fait que nous, en tant que développeurs Android, on a été très vite convaincus par ce langage, qui aurait peut-être pas pu arriver ailleurs, et ce qui fait que c'est pour ça que nous on est partis très vite dessus. Donc on va revenir dans le passé. Donc, il était une fois, il y a fort longtemps, une entreprise qui faisait des appareils photo. Ils ont décidé de faire un OS pour leur appareil photo. Puis ils se sont dit, c'est un peu la mode des téléphones, tout le monde a leur téléphone à clapper. Donc, peut-être plutôt que de faire juste un OS pour leur appareil photo, plutôt faire un OS de téléphone qui aurait des fonctionnalités d'appareil photo. Donc du coup, ils font des magnifiques slides, ils mettent Android dessus, et ils se disent, par contre, on est une petite boîte, on n'a pas les sous pour faire quelque chose comme ça, donc on va chercher des investisseurs. Puis ça tombe bien parce qu'il y avait un site de recherche qui commençait à avoir pas mal d'argent avec la pub, qui aussi, eux, s'intéressaient à ce domaine. Ils essayaient d'aller voir un peu partout. Et du coup, il y a ce petit projet-là qui arrive vers eux. Ils se disent, ouais, c'est cool, nous, ça nous intéresse. Donc, ils rachètent et ils vont faire le développement en interne. Donc du coup, ils vont se baser sur un OS Linux et faire le OS en open source, donc du coup qui s'appelle AOSP. Android Open Source Project. Et puis, du coup, le projet s'avance, c'est cool. Puis après, à un moment donné, il faut décider dans quel langage on va faire le SDK pour que les développeurs puissent faire des applications sur ce nouvel OS. Donc, il y a plusieurs idées, comme du coup, c'est pas mal de barbus, ils disent on va peut-être faire du C++ parce que nous, on aime ça. Il y a des mecs qui sont plutôt IHM qui disent non, la mode, c'est les sites web, il faudrait faire du JavaScript. Parce que quand même maintenant tout le monde fait plus que ça. Et puis finalement ce sera ni l'un ni l'autre, ce sera Java. Donc du coup voilà, ça peut sembler un peu bizarre, mais il faut se rappeler qu'à l'époque il y a quand même beaucoup des développeurs qui font des applications pour les anciens téléphones qu'on appelle maintenant les dumb phones, qui sont quand même faits en Java avec du micro edition. Donc du coup, ça semble logique quand on veut un peu récupérer cette population de partir sur le même langage. Ça permet de les attirer beaucoup plus facilement. Surtout qu'à côté, faut vous rappeler que iOS, ils étaient partis sur de l'Objective-C qui était du coup un peu rébarbatif. Donc le Java est adopté, le développement est bien avancé. Pour les développeurs, on aura un plugin sur Eclipse et du coup, c'est bon, ça sort, tout va bien. Toute cette histoire, elle mériterait vraiment un livre, et puis ça tombe bien, parce qu'on achète Az, qui était anciennement à Google sur l'équipe Android, qui en a écrit un, qui est super intéressant. Donc si vous avez un livre à lire, moi je vous conseille celui-là. Il est pas du tout technique, il va vraiment prendre l'histoire. Et ça lui permettra de payer son école de comédie. Mais soudain, des nuages noirs, qu'est-ce se passe-t-il? Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, une grande annonce, Oracle achète Sun, qui du coup possède Java. Donc là, on a un peu peur parce que déjà à l'époque, Oracle était un peu commençait à être connu pour être un patron de troll, où ils achetaient des compagnies pour après récupérer les brevets et faire un peu des procès à droite à gauche. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Juste après, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils font un procès à Google qui fera l'un des plus gros procès de la tech, qui mériterait vraiment un sujet à lui tout seul, tellement il y a eu de péripéties là-dessus, et qui d'ailleurs, la dernière étape, j'ai vérifié, le dernier procès c'est 2021, donc c'est vraiment récent. Donc là, les développeurs, on a un peu peur, nous on est coincés sur du Java, donc on est un petit peu embêtés. On se demande qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va devoir payer pour utiliser Java maintenant pour faire des applications, alors que l'objectif c'était d'avoir quelque chose d'ouvert et de gratuit. On a un peu peur là-dessus. Et pendant ce temps, sur une autre planète, il se passe quelque chose, une petite amitié.
Il y a JetBrains, qui du coup fait IntelliJ, qui décide de créer un nouveau langage qui se base sur la JVM. Ils aiment beaucoup Scala, ils aiment beaucoup la philosophie, et ils veulent se baser là-dessus. Donc du coup, ils appellent Kotlin, qui est le nom d'une île à côté de Saint-Pétersbourg. Et du coup, ils vont, comme on peut voir ici, c'est une présentation qu'ils ont fait en 2012, du coup, aux ingénieurs de Google. Je vous conseille cette vidéo, elle est un peu pépite. Niveau qualité d'image, on voit qu'on est vraiment sur le old school. Et donc, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a les barres des étapes, et en gros, il y a à peu près une demi-heure, c'est peut-être que des questions des ingénieurs, du coup, aux créateurs du projet. Donc, on voit que ça commence à les intéresser fortement déjà à l'époque. Mais dis donc, à quoi ça ressemble Kotlin? Quand même, c'est un peu dommage, je vous présente pas un peu Kotlin pour ceux qui connaissent pas. Donc faisons une petite pause. Si vous avez ça, vous avez à peu près tout le langage. Kotlin, c'est très simple. Vous avez les mots-clés, le nom de votre variable ou autre, deux points, le type, et égal ou en intercolade du code. Et je mets bien égal du code parce que effectivement, on n'est pas obligé d'avoir juste une instantiation de variable. On peut remettre du code après le égal. Ça, c'est très important. L'objectif de Kotlin, c'est un peu un petit côté Marie Kondo. L'objectif, c'est d'être minimaliste. On n'aime pas taper sur un clavier, donc on tape le moins possible sur un clavier. Pour créer des variables, il y a deux manières. On a les val pour les values, qui sont final. Donc du coup, si après vous voulez redéfinir, il va vous faire une erreur. Et vous avez du coup var pour variable, qu'on peut changer. On n'a pas besoin de mettre le type si on l'a mis au départ. Il est inféré, donc du coup, ça permet de taper des mots en moins sur le clavier. C'est cool. La partie la plus importante, qui a vraiment la plus gros value sur Kotlin, c'est sa gestion des nuls, où en fait, par défaut, un objet n'est pas nul. Si vous voulez que vous définir votre variable en nul, il faut mettre un point d'interrogation pour dire c'est un string, peut-être. Donc du coup, ça va vous mettre des erreurs dès que vous allez vouloir définir quelque chose à nul alors qu'il n'a pas le droit de l'être. Et l'avantage, c'est que du coup, si après vous appelez un objet qui, du coup, vous avez dit qu'il pouvait être nul, il va vous faire des erreurs aussi directement. Ça va même pas aller jusqu'à la compilation. Et du coup, ça va vous forcer à déjà réfléchir au fait que vous devez gérer ces éléments-là et éviter d'avoir le moins de nul possible aussi parce que ça devient vite casse-pied. Donc vous avez le point d'interrogation que vous pouvez mettre quand vous appelez quelque chose pour dire pareil B. Et si vous êtes pas nul, du coup ça va faire la suite. Si vous êtes nul, ça va juste faire nul. Ça va pas faire une erreur. Et l'avantage c'est que vous pouvez chaîner autant que vous voulez à l'infini sur une seule ligne sans avoir besoin de faire le moindre if. Vous avez deux opérateurs qui sont assez sympas. C'est le Elvis, donc c'est le point d'interrogation et deux points, ça fait la banane, qui vous permet de dire, c'est soit si c'est pas nul, je prends le premier, soit ça prend la valeur d'après. C'est des choses que maintenant on retrouve pas mal avec du TypeScript, typiquement. Maintenant, c'est rentré là-dedans. Et pareil, si vous dire, t'inquiète mon gars, en fait là tu me dis que c'est nul, mais en fait c'est vraiment, ça sera jamais nul. Vous pouvez mettre les deux points d'exclamation, c'est les bang bang. Du coup, ça fait soit la valeur, soit null pointer exception. Mais là, on voit déjà l'effort qu'il faut pour faire un null pointer exception avec du Kotlin. Les fonctions, c'est fun. Donc du coup, ça prend le même principe, le variable de point le type. Rien de choquant. Les trucs un peu plus sympas, c'est que vous pouvez faire des fonctions sur une seule ligne. Si vous avez un seul return, vous faites un égal. Et vous n'avez même pas besoin de mettre le type de retour parce que du coup, il a deviné tout seul que ça allait renvoyer un int. Donc c'est encore ça en moins. Vous pouvez mettre des arguments par défaut. Et si vous avez oublié l'ordre que vous avez mis, vous pouvez aussi les mettre dans le désordre. Ça, il n'y a pas de souci, il s'en sort. Donc la combinaison des arguments par défaut et de mettre ce qu'on veut, c'est assez intéressant parce que du coup, si on a 40 flags, on met juste le flag Toto à true et pas les autres. Donc ça, c'est assez utilisé en général. Le code derrière, ça va vous donner ça. Vous avez un peu comme vous aurez ailleurs, même sur du Java, les packages, les imports, la fonction main. Les trucs un peu sympas, on peut mettre directement dans une chaîne de caractères du code. Et les classes, c'est classes. Pas de choquant. Comme on peut voir, les interfaces, classes, on n'est pas obligé de mettre un contenu. On peut juste dire que c'est un objet. Donc ça, c'est pas mal quand on veut faire des trucs un peu basiques pour bien synchroniser. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, pour faire l'héritage, c'est pareil, c'est deux points, comme ça serait un type pour une fonction ou pour un objet. C'est juste un type. Il n'y a pas de mot-clé particulier pour ça. Et quand on crée, on ne met pas de new ou hot. C'est comme si on appelait une fonction, mais sauf que c'est une classe. Voilà, c'est pareil, des mots-clés en moins.
Des trucs un petit peu sympathiques qui vont aller là-dessus, c'est les extensions. En fait, on peut étendre n'importe quelle classe avec des méthodes qu'on a envie de mettre dessus. Et après, on peut du coup appeler directement sur ces objets-là. Et le infix, qui est un peu rigolo aussi, où en fait, vous pouvez créer vos propres mots-clés, comme vous voulez. Donc ça, c'est pas mal aussi quand vous voulez un peu réduire votre code. Voilà. Les listes, il y a un système de listes aussi, les listes, les collections de manière générale. On peut facilement créer des listes avec list of, set of, etc. Ça, c'est pratique pour créer directement des éléments là-dessus. Il y a les ranges qui sont assez sympas, en fait, où on met avec les 2 points. Donc, ça fait de 0 à 20. Ça vous fait un objet. Vous pouvez même faire des vérifications si un objet est dedans, cette liste-là, facilement, sans avoir besoin de vérifier est-ce qu'il est en dessous, est-ce qu'il est après. Vous faites directement, est-ce que tu es dedans. Après, on peut faire le flux classique qu'on peut avoir avec des appels chaînés sur votre liste. Puis là, vous allez me dire, bah non, mais ça, vous parlez de quitter de Java, alors que Java, il y a les streams. Effectivement, Java, il y a les streams. Sauf qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, le stream, il a ajouté à l'API level 24, parce que du coup, par défaut, en fait, on a une version un peu chelou de Java 8 en Android, parce qu'ils avaient recréé leur compilateur. Et le level 24, juste pour info, c'est 2016. Donc ça veut dire que là, la présentation de Kotlin qui était en 2012, nous, pour faire du stream, on devait utiliser des librairies externes pour ça. Typiquement, ça s'appelait RetroStream. Donc c'était un petit peu galère. Et c'est de manière générale, en fait, nous, on a une version un peu chelou de Java, comme je disais. Et comme on voit, les dernières qu'on a, donc on est sur la nouveau Android, on peut aller jusqu'à Java 17 max. Et sur celle d'avant, c'est 11. Et sur celle d'avant encore, c'est du 8. Et comme je dis, c'est un 8 où ils ont recodé des trucs, donc on n'a pas forcément exactement le 8. Et ça n'a pas forcément aidé à attirer forcément beaucoup sur le Java de manière générale, alors qu'à côté, on a Kotlin, on avait directement tout intégré, pas besoin de librairie. C'est quand même vachement pratique. Un peu plus tard, plutôt 2018, on a eu les coroutines et les flows. Donc coroutines, c'est plutôt pour la gestion thread, qui est assez sympa parce que du coup, on peut faire très facilement du multithreading avec ça. Et les flows pour faire du développement plus réactif, qui est assez utilisé maintenant et qui est aussi assez sympathique. Il y a d'autres choses qui sont très intéressantes aussi, que j'ai pas parlé parce que j'ai que 25 minutes au total. Il y a les scope functions qui permettent de rajouter des fonctions sur des objets. On a les lambda qui sont super bien gérés en Kotlin, c'est vraiment super agréable. Les smart classes qui sont toujours pratiques. La partie object qui est vraiment bien faite aussi. La gestion, délégation, les lazy, etc. On a vraiment plein de trucs super dans le langage qui fait qu'en général, les gens, quand ils commencent à découvrir tous les petits trucs, ils se disent c'est pas mal, c'est sympa. Et on quitte le langage, on continue maintenant. Dans les mêmes époques, il y a une autre chose qui se passe avec JetBrains, c'est ils ont décidé en fait de créer un IDE dédié à Android, qu'ils vont appeler Android Studio, qui plus qu'un simple plugin comme on avait avant sur Eclipse, c'est vraiment une version IntelliJ Android Studio avec tout qui est directement intégré dedans. C'est super pratique à avoir et du coup on sent qu'il y a quelque chose qui se passe avec JetBrains à ce moment-là déjà. Il y a un petit truc. Et puis en 2017, ils annoncent que Kotlin sera supporté sur Android comme langage à côté de Java. Quelque chose qui leur plaît beaucoup, on voit pas forcément, c'est le fait que c'est interopérable, parce qu'en fait finalement on n'a pas besoin de dire on doit changer tout le projet en Kotlin pour que ça marche. On peut dire non, on a des classes en Kotlin, des classes en Java, les deux vivent ensemble, parce que du coup ça se base sur la JVM dans les deux cas. Donc du coup ça aide vraiment beaucoup aussi pour se dire on va pouvoir commencer à migrer sur Kotlin et quitter Java. Puis il y a aussi un outil qui est quand même vachement bien. C'est en gros quand vous faites copier-coller du code Java dans un fichier Kotlin, il le détecte automatiquement et il vous propose de le convertir directement en Kotlin. Donc c'est un peu de la triche, mais ça aide quand même vachement quand on connaît pas un langage, qu'on le découvre et qu'on dit attends ça je sais ce que ça fait. Ah maintenant ça fait ça, ok je comprends mieux. Donc du coup ça a aussi beaucoup aidé à améliorer le langage de notre côté. Et faut pas hésiter dans l'IntelliJ, ça marche très bien. Puis il y a quelque chose du coup qui est vraiment un gros point noir de Java qui fait vraiment détester chez les développeurs Android, et c'est dans la pause pour boire un coup. J'ai prévu une animation pour boire un coup, c'est bien pensé. Ouais, les null pointer exception, quand on fait du Java, on en a forcément toujours eu un peu, c'est un peu, je veux dire, la marque de fabrique. Mais il faut voir qu'en fait, en Android, c'est presque une blague en fait, parce que tout
peut être nul à n'importe quel moment. Donc votre contexte de votre application, on fait du truc et puis hop, ah non, c'est nul. Ok, cool. Donc du coup, en fait, faut se rappeler une époque où tout crachait en permanence. Vous faisiez une rotation de votre appli et ça crache. Ben en fait, c'est parce que le contexte il avait détruit, il était nul et il y avait un appel dessus et ça faisait nul pointer exception. Donc voilà, c'était un peu la blague où il fallait mettre des if, des asserts partout pour vérifier que les gens ils étaient pas nuls pour pouvoir faire des choses. Et cette gestion du nul qu'il y a Kotlin à côté, qui est quand même permet de vous dire attention, là ça va cracher, c'est quand même vachement pratique en comparaison. Et du coup maintenant j'aimerais vous parler de Jake. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette personne. C'est quelqu'un qui est très connu dans la communauté Android. Donc il s'appelle Jake Burton. Il est depuis le début d'Android, hein, il est partout. Et c'est quelqu'un, c'est un petit peu un mentor pour nous. Et sa parole a beaucoup de valeur en général, surtout sur les vieux de la vieille où on a vraiment connu son âge d'or, j'ai envie de dire, dans la partie de ce qu'il a fait. Donc qui est-il ? Donc Jake Burton est un développeur de Square qui fait Cash App. Vous connaissez peut-être pas Cash App, mais c'est l'une des plus grosses applications de gestion de compte, surtout aux États-Unis et au UK. Donc du coup, c'est un petit projet avec plus de 100 millions de téléchargements, hein, vraiment une petite boîte, qui fait du bancaire. Et du coup, il a travaillé sur énormément de librairies, donc typiquement sur Retrofit, qui est la librairie client REST utilisée par toutes les applications mobiles. Donc voilà, c'est pas rien du tout. Il a fait aussi beaucoup d'applications au moment où on avait besoin, où les choses n'existaient pas, et du coup, il nous a fourni nous a offert sur un plateau d'argent du travail qu'on aurait galéré à faire sur des applications super importantes. Et il a aussi une opinion, il a beaucoup d'opinions sur le software craftsmanship, et sa valeur du coup, sa parole a vraiment de valeur aussi sur ces points-là. Il y a un petit culte autour de lui. À un moment donné, c'était voilà. Il a un subreddit à son honneur, donc du coup avec le nom, c'est la notation hongroise qu'il a réussi à tuer dans le langage Android. Puis on voit certaines librairies qu'il a fait, et on voit au milieu il y a un magnifique cas de Kotlin. C'est étrange, on pourrait croire que je suis pas la seule à croire qu'il a eu quand même un petit effet sur l'intérêt de Kotlin pour les développeurs Android. Puis du coup, comme une application qui est plus sur du bancaire, ils font des trucs avec du reste, et null pointer exception, ils aiment pas trop en général. Donc voilà, les null pointers, il veut vraiment pas en avoir. Il a écrit plein de blogs, même comment savoir si un objet est nul ou pas. Il a fait plein de trucs là-dessus. Et du coup, avec Square, ils sont passés très vite au Kotlin. Donc dans le blog qu'ils mettaient, ils disent qu'ils ont commencé à réfléchir en 2015, donc 2 ans avant que Kotlin soit un langage officiel Android, où ils ont commencé à se dire on va passer sur Kotlin, sur nos librairies, pour gérer ça. Et puis un jour, il se passe quelque chose. Square, Jack annonce qu'il quitte Square. C'est waouh, qu'est-ce qu'il va faire ? Il annonce plus tard que du coup il va aller faire du Kotlin à Google. Donc là on se dit c'est Jake Burton, c'est une référence, il va aller faire du Kotlin. C'est quoi le Kotlin ? Wow, désolé. Et puis juste après, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont annoncer que Android passe Kotlin first. Qu'est-ce que ça va impacter de passer Kotlin first ? Alors déjà, quand ils étaient passés le support Kotlin, désolé, quand ils étaient passés au support Kotlin, ils avaient commencé déjà à mettre de la doc au niveau de toute leur documentation en Kotlin. Là, ça va être la doc en priorité Kotlin. Il y aura du Java aussi, Java là, mais d'abord c'est Kotlin. Ils vont aussi faire quelque chose d'assez important, qui, je pense, est un peu comment ils ont été refroidis avec Java, c'est qu'ils vont créer une fondation, la Kotlin Foundation, qu'ils vont du coup faire avec JetBrains, qui va permettre de dire qu'on n'est pas juste là en client du langage, on va être acteur. Et ça va être très important par la suite. À côté de ça, c'est assez rigolo, parce que du coup, on a Apple qui annonce du coup qu'il y a maintenant il y a SwiftUI. SwiftUI qui ressemble comme pas mal à Kotlin aussi, c'est très proche. Donc on se retrouve à se dire, attends, soit je fais de l'Objective-C qui est un langage terrible, ou je passe à Swift, mais en plus, si je passe à Swift, je peux faire des copier-coller et puis avoir du Kotlin à côté que j'ai introduit. C'est pas mal, ça aide. Et puis après, Jake Burton, il retourne à Square. Officiellement, pour lui, dans ce qu'il a dit, c'était pour réouvrir les tickets qui avaient été fermés quand il était parti à Google. Voilà.
Donc de cet amour naîtra de vos enfants. Le premier, c'est Jetpack Compose, qui est un gros travail de refonte de l'UI Toolkit d'Android. C'est vraiment un truc qui était un projet qu'ils avaient vraiment depuis longtemps, parce que avec les vues, c'est un peu compliqué. Et du coup, voilà, ils avaient vraiment envie de changer. Compose se base du coup sur Kotlin directement. Un autre projet qui est plus côté JetBrains, c'est Kotlin multiplateforme. L'objectif qui est aussi de montrer que Kotlin, on se débrouille bien en Android, mais on n'est pas que Android, on est vraiment partout. Donc du coup, avec la JVM, ils avaient du coup déjà Android, du desktop et le côté back-end, le serveur. Mais du coup, ils vont rajouter le WebAssembly pour pouvoir faire du web et une couche native pour pouvoir compiler pour de l'iOS. Donc du coup, leur projet, c'est de dire, nous, on fait du Kotlin, vous pouvez en faire partout. Vraiment, vous faites-en partout. Il n'y a pas de problème, ça marche partout. C'est vraiment leur objectif, c'est de se dire, on n'est pas Android. Puis, comme les deux sont frères, ils travaillent aussi ensemble. Et Android a annoncé au Google I.O. cette année, donc du coup, il n'y a pas longtemps, que eux aussi, ils vont faire leur librairie pour le développeur Android, donc ce qu'ils appellent les Jetpack. Ils vont aussi ils vont les changer, ou ils sont en train de changer, ou elles sont changées, ça dépend lesquelles, pour supporter le multiplateforme, pour directement pouvoir être utilisé dans le multiplateforme, qui est quand même aussi un grand pas sur cette réunion entre les deux. Et puis du coup, ils vécurent heureux, avec plein d'amour, avec une belle famille, beaucoup moins de crash, étrangement. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont pu avoir dans la console, parce que du coup, ils ont des stats. Ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment une meilleure stabilité depuis que les applications commencent à passer en Kotlin. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Maintenant, c'est vrai que pour les projets Android, si vous dites notre projet est en Java, ça va quand même vachement moins attirer les développeurs que si vous dites on est en Kotlin et on passe en Compose. Donc voilà, il y a vraiment eu un travail aussi philosophique sur les développeurs là-dessus. Et puis Kotlin, c'est pas que Android, c'est aussi Google, où en fait ils ont leur objectif de leur côté en fait de passer tout ce qui était sur la JVM vers du Kotlin. Donc du coup, c'est vraiment un langage qui est vraiment accepté de manière générale au sein de Google, et ils sont très actifs là-dedans aussi. Et voilà, c'est ainsi que finit cette belle histoire. J'espère que ça vous donnait un peu d'intérêt sur le langage. Si vous avez envie de découvrir ce langage-là, du coup, n'hésitez pas à aller sur Kotlin Lang, donc c'est le site. Il y a un sandbox, il y a des katas, plein de trucs. La doc est vraiment géniale et super bien remplie. Voilà, merci beaucoup. 2 minutes. Alors, je ne sais pas si vous voulez poser des questions, il y a 2 minutes, et puis sinon, au pire, vous venez me voir, on peut discuter après, il y a la pause. Ouais. Merci pour le talk, Oui. Super cool. J'ai 2 questions, si j'ai le temps. Oui, vas-y. Est-ce que tu as testé Kotlin multiplateforme? Est-ce que tu as un retour dessus? Ouais. Alors c'est vrai que Kotlin multiplateforme, là maintenant ça devient stable. C'est cool, mais c'est vrai que le changement de version, il a encore un petit peu du mal, moi je trouve, sans passer de version. Mais par contre, si c'est cool. En fait, tu peux vraiment avoir ta partie métier ensemble. Tu peux faire juste la librairie. Tu fais une librairie commune avec toute ta partie data, tes modèles, etc. dedans. Et après, du coup, tu peux la partager partout. Ça, c'est sympa. Ils ont juste le souci, en fait, comme ils ont qu'une option JVM, tu pouvais pas avoir du desktop plus du back-end, parce que ça se tape sur la JVM en même temps. Mais j'ai même fait j'ai fait du React Kotlin. Enfin, tu peux même faire du React en Kotlin, du Vue en Kotlin. T'as vraiment des trucs. En fait, ils ont créé entièrement HTML en Kotlin. Donc, ils sont allés super loin. Et par contre, si vous voulez faire des applications desktop, ça marche vachement bien. Franchement, ça fait des trucs super rapides, super efficaces. Moi, c'est vraiment, si vous voulez faire ailleurs, en IHM, le desktop, il est vraiment bien. Il est 0. Donc après, merci beaucoup. Pierre, vous venez me voir et puis on discute. C'est la pause, donc après, voilà. Merci.